Je vais donc maintenant passer la parole à Frédéric Castin. Alors, Frédéric Castin est un libraire expert qui est très connu, en plus pour les habitants du 6e arrondissement et en particulier pour ceux qui ont habité autour de Saint-Germain-des-Prés. Tout le monde connaît sa grand-mère qui était Madeleine Castin, et moi je suis pendant au moins 15 ans, je passais au moins 2 ou 3 fois par jour devant son magasin, la grande décoratrice qui était une personnalité de l'arrondissement. Mais Frédéric Castin est lui aussi maintenant une personnalité de l'arrondissement. Il a fait ses études à la Sorbonne, il était professeur d'histoire dans différents lycées parisiens, en particulier au lycée Henri IV, et en 1980, il devient libraire expert et fonde la galerie Frédéric Castin. Il se spécialise, il s'était déjà spécialisé depuis longtemps, il s'intéressait aux autographes et aux documents historiques, et en particulier les signatures autographes. D'ailleurs, à ce sujet, il a publié un recueil sous le titre, évidemment, qui s'imposait « Signature ». Il est expert, bien sûr, notamment dans les manuscrits. Sa compétence et son professionnalisme sont reconnus, je dirais, au plus haut niveau de la profession. D'une part, il est membre de la commission consultative des trésors nationaux. D'autre part, il a présidé de 2004 à 2009 le syndicat national de la librairie ancienne et moderne, dont il est maintenant président d'honneur. Depuis 2015, il est président de la Compagnie nationale des experts. Un tel parcours ne s'explique que par sa passion de l'écriture historique, du document, passion du collectionneur, passion du conservateur aussi, passion qu'il va nous faire partager ce soir. Et donc maintenant, je vais lui laisser la parole. Oui. Je peux parler, ça y est. Bon. C'est là, voilà. Eh bien, bonsoir. Donc, il est prévu je dois vous parler ce soir des autographes, des manuscrits. Et ce qui est un petit peu étrange, là, non, voilà, je suis navré. Donc, je dois vous parler des autographes et je commence par vous montrer un lieu. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre un lieu? Ce lieu, nous sommes 3 rue de Furstenberg, près de la place Furstenberg, et vous voyez quelques plaques sur la photo, Charavet, autographes et manuscrits. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ce lieu? C'est parce que on peut dire que c'est le berceau un peu de la science et du commerce des autographes, puisque c'est l'endroit dans lequel on travaillait à travailler la famille Charavet pendant des années et des années. On m'arrange l'écran là, voilà. Et donc, c'est le berceau de cette science de l'autographe. Et c'est un endroit, par exemple, qu'ont fréquenté Anatole France, Romain Roland, Robert Schumann, Stéphane Zweig, Sacha Guitry, plus récemment Serge Gainsbourg, qui tous étaient des collectionneurs. Donc, je vous montre cet endroit. Qui, depuis 2004, la maison Charavet n'est plus à cet endroit, au premier étage, mais maintenant est 30 rue Jacob. C'est là donc où se situe ma galerie, qui perpétue et qui continue l'activité de la maison Charavet. Alors, puisque je vous ai dit que ce lieu était fréquenté par des gens aussi célèbres que Stéphane Zweig ou Anatole France, qui étaient collectionneurs, eh bien, parlons donc de la collection, parlons des autographes. Alors, le mot autographe lui-même vient d'une racine grecque, autographène, qui veut dire écrit de la main même de celui dont on parle. Au départ, c'est un adjectif, et puis c'est devenu à la longue, c'est devenu un substantif, c'est-à-dire un terme générique pour parler de tout ce qui est écriture sur toute forme de support. Ça peut être des manuscrits, des lettres, des archives, ça peut être aussi une trace écrite sur une photo, une trace écrite sur un livre, en page de garde d'un livre. Donc, techniquement, on peut dire que c'est, si vous voulez, l'écriture sur toute forme de support. Bon, lorsqu'on a dit ça, sur les termes techniques, peut-être un peu ingrat, là vous avez une lettre de Louis XIV,
Et bon, il y a une phrase de Goethe, vous savez, qui dit grise est la théorie, mais vert l'arbre de la vie. Je crois qu'il faut appliquer cette phrase un peu au manuscrit parce qu'on peut être très technique, dire c'est une lettre autographe, c'est ceci, c'est un manuscrit, c'est une lettre. Mais en même temps, alors évidemment, je ne peux pas vous les montrer, vous les voyez sur l'écran, mais vous ne pouvez pas les toucher, mais il y a une véritable magie de l'autographe. Une magie de l'autographe parce que vous avez cette lettre de Louis XIV, mais vous pouvez avoir aussi, par exemple, ce petit mot de Freud. Il faut réaliser que ces papiers, ils ont été touchés par aussi bien les personnages aussi différents que Louis XIV ou que Freud, que c'est leur encre, c'est leur écriture. Si on passe le doigt, il y a un très léger relief de l'encre. Donc, si vous voulez, il y a, comment dirais-je, un peu comme… comment expliquer? Voilà, là, vous avez Voltaire. L'imprimé qui est un progrès essentiel dans l'humanité, mais l'imprimé est un peu froid, alors que sur ces manuscrits, vous avez encore la chaleur de la vie, le personnage est là, présent, fidèle au rendez-vous. Vous avez Voltaire, vous avez Darwin, par exemple, Marie Curie. On peut dire qu'avec le manuscrit, cette présence physique qui s'exprime à travers le papier, l'écriture, cette présence qui fait que qu'est-ce qu'il y a de plus intime sinon l'écriture, on peut dire, alors en extrapolant et en utilisant une image un peu triviale, mais avec l'autographe, on peut dire que tous ces gens qui sont enfermés dans les encyclopédies, c'est un petit peu comme s'ils sortaient des encyclopédies et sautaient à pieds joints sur la table, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une présence physique. Je continue mon PowerPoint. Là, vous avez une lettre autographe signée de François Ier. Donc, si vous voulez, la passion dont parlait M. Delmas auparavant, qui m'anime et que j'espère vous faire partager, bien que ce soit difficile, parce qu'encore une fois, les documents, vous ne les avez que sur l'écran, mais lorsqu'on les a entre les mains, lorsqu'il y a ce contact physique presque direct avec ces personnages, eh bien, on se trouve un peu comme hors du temps, et tout en étant en même temps passionné par le temps, c'est-à-dire une passion, puisqu'on parle de passion, une passion qui exalte le temps et qui en même temps nie le temps. Alors, l'intérêt évidemment de ces documents, là vous avez un mot de Rimbaud, ou Harard, c'est un reçu pour le compte, bon, sans doute un billet qui concerne un peu le trafic qu'il pouvait effectuer. Là, vous avez une lettre de Zola. Là, vous avez une lettre de Proust. L'intérêt aussi, si vous voulez, c'est que, comment dire, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui êtes là à m'écouter, chacun d'entre nous a son petit panthéon personnel, c'est-à-dire les gens qui nous ont aidés à nous structurer, à nous former, à nous structurer sentimentalement, intellectuellement, philosophiquement. Ça peut être Zola, ça peut être Proust, ça peut être Baudelaire, ça peut être Sade. Donc, c'est la possibilité que nous avons avec le document, personnellement et individuellement, d'avoir des contacts physiques presque tangibles, si vous voulez, avec des personnages qui nous ont aidés ou qui nous ont suivis à travers l'école, la faculté, la famille, nos lectures. Par exemple, ici, vous avez, c'est un passage étonnant que j'ai, qui n'est pas l'original, la première main, si vous voulez, puisque lorsque Proust écrit, vous savez, il y a des paperoles, c'est-à-dire il prend des notes sur les côtés d'un côté ou de l'autre, et là, il a recopié le fameux passage de la Madeleine. Et comme il n'avait pas suffisamment de place, il a effectué des petits changements, vous voyez. Donc, et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que ma tante Léonie m'offrait. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que j'eusse goûté. Peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé, les formes et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie si grassement sensuel, ce son plichage sévère et dévot, s'était aboli. Mais quand d'un passé ancien, rien ne subsiste après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul, plus fidèle, mais plus vivace, plus immatériel, j'ai plus mes lunettes pour la suite, plus persistant, plus fidèle, l'odeur et le souvenir restent encore longtemps comme des j'ai pas mes lunettes, à se rappeler, à espérer, à porter sans fléchir, dans leurs gouttelettes, presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Proust. Bon, vous voyez, ce genre de choses, on peut être évidemment très sensible à ça. Et donc, il se passe à travers le contact avec ces documents quelque chose qui peut être très intime, qui peut être de l'ordre, encore une fois, de l'intime, et en même temps, ce plaisir particulier, personnel, que chacun d'entre nous peut avoir. Encore une fois, ça peut être une lettre de Proust, une lettre de Rimbaud, une lettre de Baudelaire, une lettre de François Ier. Ce plaisir intime qu'on peut avoir au contact de ces documents, cette émotion personnelle, en même temps, elle peut aussi, et c'est ça qui est extraordinaire et encore plus passionnant, c'est qu'elle peut coïncider avec
avec en même temps la mémoire collective. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on passe d'un plaisir un peu, je dirais, personnel, intime, à quelque chose d'encore un peu plus fort. Là, vous avez une lettre, un billet de la main de Louis XVI, qui fait partie de ma collection personnelle et je voudrais ne pas m'en séparer jamais. Je plante le décor. Le mariage de Figaro. Mariage de Figaro, la pièce de Beaumarchais, qui est, bon, c'est une remise en question de l'édifice social de l'Ancien Régime. Et bon, il y a ce fameux monologue de l'acte 5, scène 3, où Beaumarchais dénonce l'arbitraire de la justice, il dénonce les privilèges de la naissance, il dénonce l'orgueil des grands. Bon, vous vous souvenez sans doute, on l'a tous appris plus ou moins à l'école ou au lycée ou à l'université, noblesse, fortune, un rang, des places, qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. Bon, phrase, bon. Donc, ça, c'est le mariage de Figaro. Et Madame Campan, une proche de Marie-Antoinette, avant la Révolution française, parle du mariage de Figaro en ces termes, en gros, approximativement, disant c'est une pièce détestable, le roi ne devrait jamais en autoriser la représentation. Pendant la Révolution, Danton lui-même explique le mariage de Figaro, de Beaumarchais, a préparé les esprits pour la Révolution française. Et même si on va plus loin, Flaubert, dans le dictionnaire des idées reçues, je crois que c'est à la rubrique soit Figaro, soit Beaumarchais, explique le mariage de Figaro a préparé les esprits pour la Révolution française. Donc, vous voyez, ça c'est le décor. Et maintenant, prenons le document. Le document est le suivant, une petite écriture, toute petite, fine, il y a peu de choses. Je vous renvoie, monsieur, la comédie de Beaumarchais, je l'ai lue et fait lire, le censeur ne doit en permettre ni la représentation ni l'impression. Vous voyez comment on est au croisement de l'histoire littéraire, l'histoire tout court, on est au croisement de, comment dirais-je, l'autographe, d'une certaine façon, avec ce document, qui chante l'enracinement, c'est l'histoire de France, et en même temps qui égrène l'universel, parce que c'est la Révolution française qui a eu une influence sur le monde entier. Donc, vous voyez comment, à un moment donné, le plaisir personnel, intime qu'on peut avoir au contact d'un document, donc un contact physique presque direct avec un personnage, prend encore plus de dimension quand ça correspond cette fois-ci à une émotion qu'on pourrait dire presque collective face à l'histoire en marche. Et ça, c'est un des éléments, évidemment, capital, enfin, à mon sens, de l'intérêt qu'on peut porter au manuscrit. Maintenant, il y a un autre problème, un autre intérêt au manuscrit. C'est que le manuscrit, c'est aussi la possibilité, je dirais, d'approcher au plus près d'une grande interrogation que nous avons, que beaucoup de gens se sont posés et continuent à se poser, c'est-à-dire approcher au plus près de ce que j'appellerais le mystère de la création artistique. Alors, vous savez qu'il y a eu un film de Clouzot qui s'appelait Picasso, le mystère Picasso, je crois. Bon. L'idée de Clouzot, c'était de mettre Picasso devant une glace, une vitre, et de lui demander de dessiner. Voilà. Et pendant ce temps, il le filmait. C'est-à-dire, le principe, c'était on filme Picasso en train de faire un dessin, donc on approche au plus près du processus de la création, puisqu'on assiste même au processus de la création. Sauf que on peut discuter ce problème. Pourquoi? Parce que Picasso, il est en représentation, il est filmé, il sait qu'il est filmé. Donc, est-ce qu'on est vraiment au plus proche du processus de création? En revanche, là, vous avez une page de Flaubert pour Madame Bovary. Et qu'est-ce qu'on a? On voit les mots qui viennent se heurter comme des vagues sur des barres rocheuses, qui sont les ratures, les rayures, une écriture sombre, noire, mais en même temps qui va changer en or. Ça va donner Madame Bovary. Et là, Flaubert, il n'est pas en représentation, personne ne le filme, il est tout seul dans son cabinet. Donc là, je pourrais presque dire qu'avec le manuscrit, on approche vraiment au plus près. Alors bien sûr, on n'accède pas à ce mystère, mais on approche au plus près, avec ses rayures, avec ses ratures, avec ses repentirs. Donc ça, c'est aussi un des éléments, enfin à mon sens, qui font toute la grandeur de cette science, en fait, de cette passion de l'autographe. Poursuivons. Alors, ce qui est en même temps passionnant dans ce domaine, c'est qu'on est en contact avec, comment dirais-je, des personnages qui appartiennent à tout le monde et qui sont, bon, je ne sais pas, Hugo, Dumas. Hugo, on connaît, Les Misérables, bon, Dumas, Les Trois Mousquetaires, simplement ça, à l'école déjà. Et ce sont des anecdotes qui, encore une fois, sont
des anecdotes et en même temps qui vont beaucoup plus loin parce que ça touche parfois à des événements historiques. Prenons cet exemple, ce petit mot. Nous sommes au soir du 2 décembre 1851, coup d'État de Louis-Napoléon III, enfin Louis-Napoléon Bonaparte, coup d'État. Hugo est chez lui et quelqu'un de la police l'avertit, lui dit « On va chercher à vous assassiner, on fera passer ça pour un accident ». Donc Hugo doit partir, il s'enfuit. Hugo s'en va et il la raconte, et c'est Juliette Drouet, sa maîtresse, qui a raconté aussi l'épisode, c'est-à-dire qu'il part la nuit, il passe dans les rues de Paris, Juliette Drouet passe un peu devant lui pour l'avertir, et il y a un barrage, non là il faut passer par tel endroit. Bon, finalement Hugo réussit à s'enfuir, à passer en Belgique. Bon. Maintenant prenons Dumas. Dumas lui aussi partira, mais un peu plus tard, et Dumas, bon, moins pour des raisons politiques que pour, bon, enfin, de multiples raisons, mais il se trouve que Dumas et Hugo étaient des amis très, très proches. Et là, vous avez un mot de Dumas que je vous lis. Quelque part que soit Hugo, faites-lui passer avec votre lettre ce petit mot. Bien cher ami, vous savez que partout je suis avec vous et en vous, que ne pouvez-vous m'emporter de corps comme vous m'emportez de cœur, je vous aime et vous admire, à vous, Alexandre Dumas. C'est-à-dire que nous sommes à ce moment précis où Dumas sait que Hugo est parti, a disparu, il ne sait pas où. Il est menacé, on dit qu'il avait pu être assassiné. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit ce petit mot et il le confie à quelqu'un en disant « Si vous voyez Hugo, passez-lui ce mot ». Donc, il jette ce petit mot comme une bouteille à la mer, comme on jette une bouteille à la mer. Vous voyez, aucune certitude dans l'incertitude de ces moments historiques qu'on est en train de vivre. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce petit mot? Il y a ce lettre de Dumas, et qu'est-ce que vous voyez en haut? En haut, vous voyez un petit R. C'est le petit R que Hugo mettait sur les courriers qu'il avait reçus. Donc, cette bouteille à la mer, elle est arrivée à destination, Hugo l'a eue. Voyez comment, à travers un petit billet de rien du tout, on touche à Hugo, on touche à Dumas et on touche à l'histoire, à la grande histoire, au coup d'État. Donc ça aussi, c'est ce qui rend, à mon sens, encore une fois, mais je voudrais essayer de vous faire passer cette passion, ce qui rend le document, pour moi, irremplaçable et prodigieux. Voilà. Alors, continuons, poursuivons. Passons maintenant, parce qu'il y a ça, et puis à côté de ça, il y a par exemple un type, je dis un type, mais bon, quelqu'un que j'admire énormément, qui est Michelet. Michelet, dans le même moment, ça rejoint un peu tout ce qu'on dit, sauf que c'est du point de vue des institutions, des collections publiques, de la mémoire collective. Il est jeune historien, et il entre aux archives, et il raconte. Je vous lis avec vous. Je ne tardais pas à m'apercevoir dans le silence apparent de ces galeries qu'il y avait un mouvement, un murmure qui n'était pas de la mort. Ces papiers, ces parchemins, laissés là depuis longtemps, ne demandaient pas mieux que de revenir au jour. Ces papiers ne sont pas des papiers, mais des vies d'hommes, de provinces, de peuples, et à mesure que je soufflais sur les poussières, je les voyais se soulever. Ils tiraient du sépulcre, qui la main, qui la tête, comme dans le jugement dernier de Michel-Ange ou dans la danse des morts. Cette danse galvanique qu'il menait autour de moi, j'ai essayé de la reproduire dans ce livre. C'est en introduction à son histoire de France, le livre 4. Et là aussi, on est au cœur. Vous voyez, ce jeune historien, c'est presque une expérience, je dirais, comment dirais-je, physique, parce qu'il le sent, il sent que de ces archives sortent des mains, des têtes, des vies d'hommes, notre histoire. Et ça, je pense que c'est très important. Alors, il se trouve que, bien sûr, souvent, on entend des phrases un peu d'historiens. Bon, Michelet, bon, d'accord, mais Michelet, c'est une histoire, mais c'est une histoire un peu dépassée, ça fait un peu chromo, bon. Et je voudrais revenir justement là-dessus. Parce que moi, avant d'être spécialisé dans les manuscrits et d'être expert dans les manuscrits, j'ai été enseignant, comme ça a été rappelé tout à l'heure, et ma première année d'enseignant, je l'ai passée à Palaiseau, dans l'Essonne, je crois que c'est dans l'Essonne, au CES Barra. Il y a sans doute des centaines de CES Barra en France. Bon, Barra, on connaît, c'est ce jeune garçon, pendant la Révolution, qui est pris par les Vendéens, par les royalistes, qui lui dit « Crie vive le roi !» et il crie « Vive la République !» et il se fait embrocher. Bon, donc un héros national. Mais, si vous voulez, aujourd'hui, ça peut apparaître un peu image d'Épinal, comme une espèce de vignette qui apparaît dans les livres d'histoire pour l'école primaire, avec des dessins coloriés. Vous voyez, c'est un peu bon, c'est l'histoire, bon, comme on n'en veut plus. Enfin, bon, voilà. C'est quelque chose d'un peu d'artistique. Est-ce qu'il a même existé? Or là, je plante le décor encore une fois.
le biais que vous avez. Je lis. La Convention décide les honneurs du Panthéon au jeune Barras. David est chargé de donner les soins à l'établissement de cette fête nationale signée Robespierre. Donc déjà, Barras, c'est une réalité. En plus, comprenez, on est dans une période où la patrie est en danger. Les ennemis de l'intérieur, les ennemis de l'extérieur. Il vient de se passer l'épisode de Barras. Et Robespierre, en pleine séance, on peut imaginer, en pleine séance du comité de salut public, écrit ça. En même temps, il le raye. On sent l'urgence, on sent l'action, on sent qu'il se passe quelque chose. On est au cœur même de l'histoire. Vous voyez, il raye, il rature, il remet. Ce n'est pas un texte définitif, c'est un texte qui est pris dans le moment, si vous voulez, dans l'instant. Donc, vous voyez, je pourrais dire presque l'histoire en marche. Tout à l'heure, à travers les petites lignes, les petites phrases de Louis XVI, on entend, c'était tout le fracas de la Révolution française qu'on sentait venir. Et là, on est en plein dans l'action. On est en plein dans l'action. Donc, encore une fois, je répète, l'intérêt, c'est qu'on est en plein dans, comment dirais-je ça, encore une fois, ça chante l'environnement, c'est-à-dire l'enracinement de notre histoire, c'est notre histoire. Et en même temps, ça égrène l'universel parce que c'est la Révolution française, parce que la Révolution française a marqué l'ensemble de l'humanité, de la période de l'histoire, à un moment donné, à ce moment-là. Donc, vous voyez comment, encore une fois, ce sont des plaisirs parfois particuliers, individuels, mais en même temps qui rejoignent la dimension collective, la conscience collective qu'on peut avoir. Alors maintenant, poursuivons. Voilà. Poursuivons. Là, voilà. Là, vous avez une lettre d'Henri IV. Bon, alors vous, c'est sur écran, mais bon, moi, je les ai en permanence dans les mains. Bon. Donc, regardez cette lettre, voilà. Lettre d'Henri IV, je la prends dans les mains. Je frotte un peu, j'appuie un peu, elle tombe en poussière. C'est d'une fragilité intense, immense, c'est rien, même si le papier de l'époque avait été de bien meilleure qualité que le papier d'aujourd'hui. C'est rien, je frotte un peu, ça disparaît. Or, réfléchissez, Henri IV, plusieurs siècles auparavant. D'accord ? Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Entre-temps, le mur de Berlin s'est effondré. Qu'est-ce qu'on peut dire ? L'Empire austro-hongrois a disparu. Et pourtant, ce petit papier tout fin est entre nos mains, est arrivé jusqu'à nous. Alors, certains diront miracle. Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas un miracle. C'est simplement que, on peut dire, c'est le fait qu'il y a, depuis cette époque, il y a une longue chaîne de collectionneurs, d'amateurs, de passionnés, de conservateurs, de gens des musées à différentes époques, qui ont fait que ce document est parvenu jusqu'à nous. C'est-à-dire qu'ils ont sauvé ces documents, ils les ont sauvés de quoi ? Ils les ont sauvés des rats, des ultraviolets, du feu, de l'humidité, de l'intolérance, de la bêtise humaine, pour que ça arrive jusqu'à nous. Et ça, c'est capital parce que c'est ce qui donne, si vous voulez, cette longue chaîne, c'est d'abord, c'est un élément, pour moi, un élément d'optimisme par rapport, il peut se passer tout ce qui peut se passer, tant qu'il y aura cette chaîne, je veux dire, qui préserve et qui passe les choses, c'est-à-dire qui prend le relais de ceux qui étaient avant nous pour la passer à ceux qui seront après nous, je pense qu'il y a un facteur d'optimisme. Ce facteur d'optimisme, il repose sur deux volets. Il repose d'une part sur les institutions. Et alors là, je vous réfère à l'instruction de l'an 2 qui a été adressée aux administrateurs de la République. Vous n'êtes que les dépositaires d'un bien dont la grande famille a le droit de vous demander compte. Nos richesses immenses seront réunies dans les musées nationaux pour les élèves qui vont se former dans les arts et pour le peuple français devenu seul propriétaire de ces ouvrages du génie, comme il en a toujours été le meilleur juge. Et ça, c'est capital parce que ça veut dire que la collectivité, nous tous, les institutions, les collections publiques, se donnent un droit de regard sur ces documents. C'est-à-dire que ces documents, Louis XVI, Robespierre, François Ier, bon, je peux en être le propriétaire. Certains peuvent en être les propriétaires, ce qui est le cas, les collectionner. Mais en même temps, la société dit, ça, on a un droit de regard là-dessus. Et tellement un droit de regard que, par exemple, vous savez que si aujourd'hui, on veut, et ce qui est légitime, si on veut, par exemple, un propriétaire qui veut vendre un document et qui veut le vendre à l'étranger, par exemple, doit demander un certificat de sortie. Et pour les certificats de sortie, pour toutes les œuvres d'art, il y a des seuils financiers. C'est-à-dire que pour un tableau, je ne sais plus les chiffres exacts, mais enfin, disons qu'en dessous de 300 000 €, vous n'avez pas besoin de demander d'autorisation de sortie.
Pour une photo, ça doit être 15 000 €, pas d'autorisation de sortie. Pour des objets, ça peut être 50 000 €. Pour les manuscrits, pour les documents, en Europe, c'est 300 €. Et à l'extérieur de l'Europe, c'est 1 000 € aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on considère que même le plus petit document, du point de vue de la valeur vénale, peut avoir une valeur culturelle, du point de vue, encore une fois, de la mémoire collective, de notre histoire. Et Victor Hugo disait qu'il n'a pas de passé, n'a pas d'avenir. Ça vaut pour les individus comme ça vaut pour les civilisations. Donc, ce droit de regard qui est capital et qui fait que de ces manuscrits, un très grand nombre ont pu être conservés et sont dans les collections publiques et participent de notre histoire et font qu'ils sont une mine pour les chercheurs, mais aussi pour les chercheurs qui eux-mêmes vont produire des documents qui se retrouveront dans les livres d'histoire, qui seront dans les écoles, dans le primaire ou dans les lycées. Donc ça, c'est capital, ça c'est un premier élément. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est les collectionneurs privés. Et de ce point de vue, Stefan Zweig est un immense collectionneur d'autographes. Il avait une des plus belles collections dans la première moitié du XXe siècle. Et vous voyez, dans son livre « Le monde d'hier, souvenir d'un Européen », Stefan Zweig a rédigé quelques très belles pages inspirées par cette véritable passion qu'il vouait aux autographes. Je puis contempler une de ces pages barbouillée d'hiéroglyphes dans l'enchantement de l'amoureux, comme d'autres un tableau parfait. Alors, c'est un peu ma démarche. Bon, donc, si vous voulez, la collection, il faut comprendre que cette passion de l'autographe que j'essaye de retranscrire ici, même si c'est difficile à travers un écran, elle est aussi ancienne que l'écriture. Suétone, au IIIe siècle après Jésus-Christ, écrit qu'il est ému aux larmes devant une lettre de Néron. Et puis, c'est Montaigne qui écrit aussi des pages à propos des écrits de la Boétie, par exemple, ou encore Stefan Zweig. Et donc, à telle preuve que c'est très curieux, moi, je suis l'héritier donc de la maison Charavet, la plus ancienne maison d'autographe fondée en 1830. D'accord ? Bon. Et donc, j'ai toutes les archives Charavet. Et dans les archives Charavet, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé, par exemple, ce petit mot, « Cher monsieur Charavet, pour votre vente, je vous prie de m'acheter les documents suivants, enfin de me préciser les commissions suivantes. Wagner, tel prix, votre tout dévoué Stefan Zweig. » Et j'ai trouvé dans les archives Charavet, c'est presque le double infini de Pascal, j'ai trouvé des lettres de Proust, de Flaubert, de Stefan Zweig, de Lyotet, de Romain Roland, d'Anatole France, qui disent « De votre catalogue, envoyez-moi l'autographe de Marie-Antoinette, l'autographe de Byron, l'autographe de Napoléon. » Donc, vous voyez, et ces mêmes commandes deviennent elles-mêmes des autographes. Pourquoi ? Pas simplement par fétichisme, mais parce que c'est caractéristique d'une époque, d'une collection, d'un individu, de son histoire. Donc, vous voyez comment, avec l'autographe, on peut parfois, on va suffisamment loin. Parce que je vous ai parlé des collections publiques et je vous ai parlé des collectionneurs. Alors, parfois, c'est un rapport qui est conflictuel et qui est difficile parce que, par exemple, les collectionneurs disent « mais chez les conservateurs, il y a des ayatollahs, c'est pas possible, etc. » Et puis, chez les conservateurs, il y a des gens qui disent « les commerçants, c'est le commerce. » Bon, je crois que les deux n'ont pas tort forcément, dans un sens, mais globalement, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il y a un équilibre qu'il faut préserver entre les deux. Pourquoi ? Parce que l'action de l'État, l'action des collections publiques, l'action des conservateurs est quelque chose de capital. Pourquoi ? Parce que c'est conservé pour demain, pour les nouvelles générations, pour notre histoire, pour faire que ça se continue et que ça ne s'arrête pas tout d'un coup, comme au moment des grandes invasions où tout a disparu. Donc ça, c'est capital. C'est capital et c'est la référence ultime, y compris pour un collectionneur. Le fait de savoir qu'il y a des collections publiques dans lesquelles il y a ces choses-là, c'est une référence, c'est la référence ultime, c'est ce qui donne toute sa valeur et son prix à une collection privée. Et en même temps, le collectionneur privé, il est utile. Pourquoi ? Parce que souvent, le collectionneur privé, il anticipe sur le conservateur. Le conservateur conserve ce qui, à un moment donné, est considéré comme quelque chose qu'il faut garder. Alors que, par exemple, prenons un exemple, Rimbaud. Rimbaud, de son vivant, tout le monde s'en fout, personne ne le connaît. Bon. Par contre, il y a quelques personnes qui ont anticipé sur ce qui éventuellement pouvait se passer, qui ont commencé à garder en se disant « Ah, ça, c'est quand même quelque chose. » Bon, et ça, l'institution publique ne peut pas aller jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est finalement de l'équilibre qu'il peut y avoir entre les deux que peut se passer la préservation de ce patrimoine écrit qui, à mon avis, est capital. Alors, bon, cette histoire de, je regarde l'heure, cette histoire de la collection d'autographes, je vous ai dit qu'elle était très ancienne, cette passion est très ancienne. Bon, cela dit,
la constitution d'un marché avec des collectionneurs, avec des gens passionnés, ne commence véritablement, même s'il y a de grosses collections avant. Mazarin est un très grand collectionneur, un peu roublard, mais bon, il y a des collections royales. Mais on peut dire que les collections, la collectionnite, entre guillemets, a commencé au début du 19e siècle. On peut dire qu'avec les Charavet, les premières ventes d'autographes ont lieu dans les années 1820-1830. On commence à collectionner, après la mort de Napoléon, des lettres de Napoléon. Bon. Donc, ça commence comme ça. Et on peut dire que Charavet, la lignée des Charavet, qui a vraiment couvert tout le 19e siècle et le début du 20e siècle, ont contribué par leurs écrits, par leur communication, à développer cette science de l'autographe. Bon, ils ont été présents un peu partout, et en particulier, là je fais une incise, ils ont été présents dans la fameuse affaire des faux, qui est l'affaire des faux Vrin-Lucas, que vous connaissez peut-être, donc je vais y revenir, mais rapidement, parce que nombre d'entre vous la connaissent dans le détail, mais qui est intéressante parce que finalement, pour vous dire qu'il y a assez peu de faux dans ce domaine de l'autographe. Pour une raison simple, c'est que vous reprenez la lettre de François Ier que je vous ai montrée tout à l'heure. Bon, pour faire une fausse lettre de François Ier comme ça, il faut le bon papier, il faut la bonne encre, c'est déjà très difficile. Ensuite, il faut l'écriture, ce qui est le plus difficile, parce que l'écriture, qu'est-ce qu'il y a de plus intime et de plus naturel et spontané qu'une écriture? Donc souvent, si on veut reproduire une écriture, d'abord c'est laborieux, donc on le voit tout de suite. Et puis enfin, il y a les spécialistes. Vous savez, il y a toujours le spécialiste je sais pas moi, de tel roi, par exemple, qui ne saura rien sur le monde environnant, mais par contre, sur le roi, il saura parfaitement quand est-ce qu'il a perdu sa première dent de lait, quand il s'est fait dépuceler, quand il s'est passé, etc. Qui saura tout. Et donc, c'est difficile parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence. En plus de tout ce que je vous ai dit, le papier, l'encre, l'écriture, il faut aussi la cohérence du texte. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous dira « mais non, à cette date-là, il ne peut pas avoir écrit ça, c'est pas possible ». Donc, c'est difficile. Et pourtant, il y a eu une fameuse affaire de faux à la fin du 19e, qui est l'affaire Vrin-Lucas. L'affaire Vrin-Lucas, c'est exactement la chose suivante. Un jour, un Vrin-Lucas, donc, un type qui s'occupait un petit peu d'écriture, qui allait un petit peu dans les bibliothèques, et qui va voir le savant Chasles. Chasles, vous savez, le théorème de Chasles, donc un mathématicien, et puis qui lui présente des documents manuscrits. Alors, des choses assez étonnantes. Par exemple, une lettre de Cléopâtre de Jules César à Cléopâtre lui demandant des nouvelles du petit Césarion, une lettre de Lazare le ressuscité, une lettre de Jésus à Marie-Madeleine, un laissez-passer de Jules César pour Vercingétorix. Bon, vous voyez, des choses assez étonnantes quand même, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles posent problème. Et tout ça écrit dans un vieux français et sur du papier d'époque. Bon. Et il se trouve que Chasles je dirais, est un peu étonné, tellement étonné, si vous voulez, par ça, et tellement subjugué par ce qu'on lui montre que, je veux dire, il fait tomber toutes les défenses immunitaires, si je puis dire, qui devraient lui dire, mais non, c'est pas possible. Non, et il trouve ça extraordinaire, et donc il achète, il commence à acheter, et l'autre il en apporte, et l'autre il en apporte, et l'autre en fait, et Chasles n'arrête pas d'en acheter. Alors, évidemment, par moment, il a des doutes. Il se dit, bon, il faut dire qu'à l'époque, le marché de l'autographe, la science de l'autographe n'était pas aussi développée. Puis ensuite, il y a un problème, c'est que Chasles, il est tellement persuadé qu'il a sous les mains quelque chose d'exceptionnel qu'il ne veut surtout pas voir d'experts, il ne veut surtout pas en parler autour de lui. Il se dit, il faut que j'achète tout avant parce qu'on va tout prendre, moi il me faut tout, c'est tellement exceptionnel. Et Vrin-Lucas est très habile parce que Vrin-Lucas, qui sent parfois, quand Chasles a des moments de doute, un peu, Vrin-Lucas lui dit, bah, écoutez, non, si vous avez des doutes, il n'y a pas de problème, moi je vous reprends tout, etc. Et Chasles est très habile parce que Chasles dit, non, je garde. Donc ça aurait pu durer très longtemps. Jusqu'au moment où Vrin-Lucas fait de fausses lettres de Pascal, selon lesquelles c'était Pascal qui aurait découvert les lois de la gravitation universelle avant Newton. Bon. Alors là, Chasles est tout content, il est tellement content de ça qu'il décide de faire une communication à l'Institut, là-dessus. Alors tout le monde s'en empare, les politiques de l'époque, les yeux complètement aveugles, s'en emparent sous l'angle du patriotisme, en disant « oui, c'est Pascal ». Sauf que ça arrive en Angleterre, scandale en Angleterre, mais comment? Mais non, c'est Newton. Bon, ce qui fait qu'on est obligé de faire passer les choses devant des experts, et les experts donc, découvrent la chose et disent non, c'est des faux, tout ça sont des faux, on découvre le poteau rose. Donc vous voyez comment il n'y a pas vraiment de faux, mais il y a eu des faux quand même qui ont marché du fait de l'interlocuteur. C'est-à-dire non pas de la qualité des faux, mais du fait de l'interlocuteur. À la même époque, il y a un autre faussaire
qui lui était un peu plus habile, si je puis dire, et qui en même temps avait, comment dirais-je, avait connaissance et avait l'amitié de nombre de conservateurs aux archives, et, parce que c'était quelqu'un de sérieux, un chercheur qui faisait des communications, qui a fait des études, qui avait publié des plaquettes, etc. Alors lui, c'était beaucoup plus habile, si je puis dire, parce que qu'est-ce qu'il faisait? Par exemple, il faisait 3 fausses lettres de Marie-Antoinette. 3 fausses lettres de Marie-Antoinette. Sur ces 3 fausses lettres, il en prenait 2, et puis il allait aux archives. Et puis, aux archives, il les glissait dans les dossiers, je ne sais pas comment exactement dans le détail, mais dans les dossiers des archives. À l'époque, les archives, on pouvait rentrer facilement. Je veux dire, on avait des amitiés, on rentrait, on discutait. Bon. Et il met ces 2 fausses lettres dans les archives. Ensuite, avec la dernière lettre, fausse lettre qu'il avait de Marie-Antoinette, il va voir un client qui lui dit, écoutez, j'ai une lettre de Marie-Antoinette, mais alors exceptionnelle. Marie-Antoinette, c'est rarissime, puis c'est très cher, mais écoutez, je ne veux pas vous vendre n'importe quoi, il faut être sûr quand même. Hein. Écoutez, la meilleure chose, allons aux archives pour vérifier si c'est bien de Marie-Antoinette. Donc, il emmène le client aux archives, et puis il va chercher dans les dossiers, il sort les 2 fausses lettres qu'il avait mis. Ah bah oui, c'est ça. Oui, non, c'est bon. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus habile. Bon, mais aujourd'hui, je pense que bon, ce genre de choses ne pourrait plus marcher. D'abord parce que les archives, il y a une veille beaucoup plus rigoureuse sur ce qui se passe aux archives. Et puis, bon, enfin, en tout cas, ça ne s'est pas reproduit. Voilà. Alors, donc, voilà, je vous ai parlé brièvement des faux, je vous ai parlé de ce commerce. Maintenant, il y a un dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est que il y a aussi un peu un mystère, c'est-à-dire que comment, par exemple, moi-même, je peux être en possession de tous ces manuscrits? Qu'est-ce qui se passe? Comment je les ai trouvés? On me les a apportés, je les ai trouvés, j'ai voyagé, je suis resté dans mon trou et puis j'ai attendu qu'on me les apporte. Bon. Ça, c'est une vraie question. Une vraie question, enfin, je pense, c'est une question parce que je pense que… Alors ça, vous voyez, ça, c'est un catalogue de la maison Charavet. Donc, vous voyez, fondé en 1830, dirigé par Michel Castin, c'était mon père, 3 rue de Furstenberg, Paris. C'est un catalogue qui fait autorité d'ailleurs parce qu'il existe depuis 1830 et c'est une mine, parce qu'on peut dire que tous les documents qui sont passés dans le commerce, fatalement, à un moment donné, entre 1830 et 2010, sont passés dans la maison Charavet. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une collection complète de ces catalogues dans les collections publiques. Malheureusement, ces catalogues ne sont pas tous regroupés au même endroit, donc c'est un peu dommage pour les chercheurs, mais il y a vraiment une mine, parce que dans chacun de ces catalogues, vous avez des descriptions, des documents, et donc ça peut être des documents qui parfois ont disparu, qu'on ne sait plus où ils sont, et donc c'est une mine pour les chercheurs. Donc j'en reviens à ma dernière remarque. Comment est-ce qu'on peut trouver? Alors, je vais vous donner un exemple. Un jour, je suis à New York, dans Park Avenue, parce que bon, je cherche aussi beaucoup de documents sur l'histoire du cinéma et sur le cinéma. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas moi, des manuscrits d'Orson Welles, ou des lettres de Fritz Lang, ou des lettres de Carnet, de Renoir, de Méliès, de Lumière. Bon. Et donc, je suis aux États-Unis, dans Park Avenue, parce qu'il y avait une foire dans un hôtel. Parce que là-bas, les foires, souvent, d'autographes, ça se passe dans un hôtel, ils louent une salle, et chacun a des tables, et puis on montre des documents. Donc, je vais là-bas, bon, il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Par exemple, sur une table, vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, la petite culotte de Madonna dédicacée, une batte de baseball je ne sais, de Babe Ruth, ou alors les grandes boxes de Cassius Clay. Et puis, au milieu de tout cela, qu'est-ce que je vois? Je vois cette lettre, je vois ce papier bleu de loin. Donc, je m'approche, je me dis, mais je connais ce papier bleu, parce que souvent, c'est celui qu'utilisait la personne dont je vais vous parler. Donc, je m'approche, papier bleu, je connais. Puis, je m'approche, je regarde, mais c'est Flaubert. Donc déjà, vous voyez, Park Avenue, New York, au milieu de tout ça, une lettre de Flaubert. Donc, non seulement il y a la magie du document, mais aussi le mystère de comment cette lettre elle a pu arriver, par quel parcours, par quel biais. Toute une histoire. Et en plus, je prends le texte. Flaubert. C'est demain jeudi à 11h que je passe en correctionnel, je serai condamné et acharnement manifeste. C'est-à-dire qu'il va passer le lendemain en correctionnel pour Madame Bovary. Donc, vous voyez un peu comment il y a une part aussi de, comment dirais-je, de romanesque quand même, de romanesque dans cette histoire, non seulement du document, mais en plus de comment on le trouve et d'où il vient et par où il est passé. Bon, je n'ai pas pu reconstituer le trajet, mais en tout cas, j'ai acheté la lettre de Flaubert immédiatement, à un très bon prix d'ailleurs, vu son environnement. Alors, puisque j'ai parlé de romanesque, je vais quand même vous donner je vais vous donner 2 exemples quand même de romanesque dans ce métier. Je me souviens, j'étais très jeune, je devais avoir 8-10 ans, je ne sais plus, et j'étais rue Furstenberg, donc dans le magasin de mon père, maison Charavet,
Et puis, il se trouve qu'on sonne. On sonne à la porte. Bon, alors, la secrétaire va ouvrir. Le type entre. Bon, il était avec un autre homme. Bon, il rentre. Et puis, il demande à mon père, il dit, est-ce que vous avez des autographes de Raspoutine? Alors, c'est très rare, mais bon, comme toujours, c'est ce qu'on doit toujours faire. Mon père dit, ben non, pas en ce moment, mais laissez-nous votre adresse, et puis si on a quoi que ce soit, on vous avertira. Donc, le type prend le papier, il remplit Desiderata, Raspoutine, ici son nom, il met son adresse et tout ça, et il s'en va. Et puis, mon père vient me voir, il me dit, Frédéric, tu sais qui est venu là? Je dis, ben non. Il me dit, regarde la fiche. Alors moi, au début, je ne comprenais pas, puis il m'a expliqué. Il y avait marqué Desiderata, lettre de Raspoutine, et c'était signé Prince Yusupov, c'est-à-dire l'assassin, le meurtrier de Raspoutine. Donc, vous voyez, tout ça, tout ça se mélange. Et enfin, dernier exemple, cette fois-ci, qui est plus comique, mais qui participe du romanesque aussi. C'était en 85, à l'époque, en Pologne, à l'époque du général Jaruzelski. Vous savez, la dictature de général Jaruzelski. Et donc, on m'avait demandé, parce que moi, avec mon métier, j'ai une espèce de couverture, si je puis dire, on m'avait dit, ben voilà, il y a un type de Solidarność qui combat pour les syndicats libres en Pologne, qui fait une grève de la faim dans une église, et donc il faudrait que tu ailles le voir, parce que si personne ne ramène des photos de lui et des textes de lui, si on n'en parle pas autour, ils vont l'assassiner. Bon, donc il faut qu'on entende parler de lui, et pour ça, il faut des photos. Bon, j'y vais, je vois la personne en question, je prends des papiers, je fais des photos, etc. Je repars, c'est à Cracovie, et à l'aéroport, je me fais fouiller et on trouve les papiers. Donc, je suis arrêté, on me met en prison. Et alors là, c'est vraiment étonnant parce que, bon, d'abord, à cette époque-là, j'achetais mes costumes chez Brooks Brothers à New York. Donc et donc, déjà, la première chose, ils ont dit que j'étais un agent de la CIA. Bon, ça, c'est la première chose. Mais en plus, ce qui était drôle, c'est que pour aller en Pologne, dans l'avion, j'avais préparé une foire pour New York. Et donc, j'avais une liste de documents avec des prix. Donc, j'avais marqué Victor Hugo, $1000, Juliette Drouet, $5000, Gauguin, $20 000, Baudelaire, $6000. Bon, voilà. Et donc, première fois, ils me sortent de ma cellule. Et puis, je passe devant les policiers. Puis, il y avait une traductrice et ils commencent à m'interroger. Puis à un moment donné, la traductrice tend un doigt vers moi, puis elle me dit, elle avait mes bouts de papier de l'avion, puis elle me dit, qui est Victor Hugo? Qui est Juliette Drouet? Qui est Gauguin? C'est-à-dire que j'étais à la tête d'un réseau et les noms de code des gens à qui j'apportais de l'argent, c'était Victor Hugo, Gauguin, Baudelaire, etc. Donc vous voyez comment le grotesque rejoint le stupide, enfin bon bref, et comment ce métier peut aussi avoir sa part de romanesque. Et enfin alors, dernier, j'arrête là, je termine là-dessus, parce que vous savez qu'il y a eu sur le marché des autographes une forme de tsunami avec l'affaire Aristophil. L'affaire Aristophil, alors c'est un financier, un investisseur si vous voulez, qui a eu l'idée suivante, il s'est dit voilà, en tout cas, c'est ce qu'il m'a expliqué parce qu'il voulait acheter la maison Charavet pour se donner une respectabilité et il voulait m'acheter comme expert. Et donc, il m'invite au Fouquet's. Il devait se dire sans doute que je l'invite au Fouquet's, ça va l'impressionner. J'étais le seul à ne pas avoir de Rolex, mais bon, ça ne m'a pas impressionné du tout. Mais donc, il m'a expliqué une chose qui, au départ, était juste. Il m'a dit, même s'il exagérait évidemment, il a dit ouais, le milieu des autographes, c'est poussiéreux, c'est ringard, c'est pétainiste, c'est tout ça. Bon, c'est pas possible. Il faut donner un souffle d'air là-dedans. Il faut faire respirer ce truc-là. Il faut trouver de nouveaux amateurs, etc. Avec quoi j'étais totalement d'accord. Sauf que son principe à lui, c'était qu'il fallait pas trouver de nouveaux amateurs, mais il fallait trouver de nouveaux investisseurs. Et le principe était le suivant, c'est-à-dire que il promettait. Vous savez, quand on achète des appartements en communauté, là, au sport d'hiver, chacun on est copropriétaire en indivision, voilà. Donc, ils vendaient en indivision, par exemple, 100 lettres de Flaubert, par exemple, en indivision à, mettons, 500 investisseurs. C'est-à-dire que chacun avait une partie de ce lot de Flaubert, ne voyait d'ailleurs jamais ce lot, parce que ce lot restait dans son musée, mais par contre, il leur promettait tous les ans une plus-value de 8%. Donc, au bout de 5 ans, ils disaient, on vous promet, vous pouvez 40% de plus-value. Donc, au lieu de créer des collectionneurs par le biais de la passion, de l'émotion, ce que j'ai essayé de faire ce soir, en fait, ils créaient des gens, ils leur disaient, ben voilà, c'est un produit financier, vous pouvez, ouais, si vous faites ça, c'est diversifier vos placements, c'est peut-être pas mal. Bon, voilà. Sauf que, si vous voulez, ça ne marche pas, parce que soit vous créez des collectionneurs
par la passion, par l'émotion, par l'intérêt intellectuel. Voilà. Et à ce moment-là, vous créez de nouveaux collectionneurs. Mais le marché d'investisseurs, ce n'est pas un marché de gens qui vont forcément racheter, revendre. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'était c'est terrible à dire, mais il avait des commerciaux qui allaient en province. Par exemple, il allait voir la vieille dame qui avait gagné un petit peu d'argent au loto. Il allait voir l'institutrice à la retraite. Et il leur a vendu comme ça des tas de documents. Mais si je résume le problème, c'est que et en même temps, il sortait des bouquins où il disait c'est formidable, l'autographe, des choses d'une vulgarité absolue. Par exemple, il faisait des barèmes où il disait Victor Hugo plus 10% en un an, Baudelaire plus 15% en un an, Gauguin plus 15% en un an. Enfin, vous voyez, bon, des produits financiers, donc détestables, mais en même temps, il faisait miroiter des profits fantastiques, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de documents, parce que vous savez, la veille, aussi bien pour les conservateurs que pour les marchands, on sait qu'à tel endroit, il y a tel document, on le sait, on sait que ça dort, mais que ça sortira un jour, on prend notre temps, on verra, on le fera, etc. Là, avec ses promesses mirobolantes, il a fait sortir en 15 ans ce qu'il aurait fallu peut-être un siècle pour que ça sorte. Autrement dit, il a fait sortir, puisque maintenant on a calculé, 130 000 documents, 130 000 documents que le marché vrai, le marché réel des collectionneurs, des amateurs, des passionnés ne peut pas absorber. Et donc, c'est ça le problème, c'est ça qui a fait l'éclatement de la bulle. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, les gens ils se sont posés des problèmes et puis ils ont voulu avoir leur argent tout de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Premier, je vous donne un seul exemple pour montrer que c'était la folie. Par exemple, j'ai les mails que j'ai transmis à la police, où par exemple, il y a un investisseur qui envoie un mail à l'héritier en disant « Mais vous ne pensez pas que c'est un marché de niche, votre truc là ?» Et le mail de l'héritier qui répond, l'héritier c'est le le propriétaire d'Aristophile, et l'héritier répond par un mail, mais comment? Mais non, mais c'est pas un marché de niche. Rien qu'en France, mon bon monsieur, vous avez 25 000 libraires spécialisés dans les autographes. On est 6. Vous voyez, donc rien ne l'arrêtait. C'était le mensonge total, absolu, avec autour de lui des parrains, Poivre d'Arvor comme journaliste, des experts qui ont cautionné la chose, des politiques. Donc ça a marché, si vous voulez, comme ça. Et alors, c'était voilà, Aristophile, mais exemple. Hein, je ne peux pas aller plus loin. Ah voilà, hein, non, je reviens en arrière, donc voilà. Voilà. Alors, pour vous donner une idée quand même de pourquoi ça ne pouvait pas marcher sous l'angle de l'émotion, de la passion et du désir intellectuel. Il a publié une brochure qui disait « Si vous investissez de 20 000 à 100 000 euros, vous avez droit à une carte Victor Hugo de 3 ans, un avantage culturel, l'accès au musée Paris-Bruxelles, un abonnement à Plume, un abonnement à la lettre du musée, visite et déjeuner à l'Institut et une nuit de 5 étoiles à Paris. » Donc, vous voyez, si par contre vous investissiez entre 100 000 et 400 000 euros, vous aviez les avantages de la carte Victor Hugo, mais vous aviez droit au Grand Prix de Formule 1 à Monaco ou au Festival de Cannes et à un déjeuner au Fouquet's. Et alors, si vous investissiez plus de 400 000 euros, vous aviez droit à une visite de la Méditerranée en yacht et un jet privé Aristophile pour gérer les déplacements des clients sur les lieux des manifestations Cannes, Monaco, Paris. Donc, vous voyez, c'était pas vraiment, ça n'allait pas dans le sens que moi j'ai essayé de faire passer dans la passion de l'autographe. Vous voyez, c'était vraiment d'abord d'une vulgarité absolue au regard de ce dont il s'agit, parce qu'il s'agit quand même de lettres d'écrivains, de lettres historiques, de lettres, enfin bref, autre chose que ce type d'argument. Et alors, tous ceux qui s'opposaient à lui, dont moi et dont des conservateurs, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, la presse, j'ai découpé un article de presse, la découverte chez Gérard Héritier de dossiers de filature de 2 responsables des Archives nationales, d'un ancien dirigeant du syndicat des libraires, c'est-à-dire moi, et d'un journaliste, ne devrait pas arranger sa réputation, même si son avocat glisse que les filatures n'ont rien d'illégal. C'est-à-dire des méthodes de gangsters. Des méthodes de gangsters. Donc, on a assisté à ça. Donc, vous voyez, c'est le dévoiement total de tout ce que j'ai essayé d'expliquer ici. Alors, je ne dis pas qu'il faut être forcément Stéphane Zweig. Vous savez, Stéphane Zweig, ça a un côté un petit peu, comment dirais-je, je dirais pas snob, mais enfin, c'était quand même, on peut dire que c'est presque le comble du snobisme. Stéphane Zweig, lui, il disait, vous savez quel est le luxe ultime, le luxe suprême? C'est pas d'avoir des maîtresses à foison, c'est pas d'avoir un yacht, c'est pas d'avoir des maisons, c'est pas d'avoir des châteaux. C'est quoi? C'est d'écouter Mozart en ayant le manuscrit original entre les mains. Donc, vous voyez, c'est pas à parler de n'importe qui et c'est d'un snobisme fou. Bon, d'accord. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on peut toujours
avoir du plaisir, avoir une satisfaction en ayant des lettres qui ne valent pas des fortunes. On peut acheter des lettres de Baudelaire ou de Hugo ou de Zola pour des prix tout à fait raisonnables. Bon. Donc, revenons à l'héritier. Donc, l'héritier, vous voyez, c'était des méthodes un peu de gangster, puisque des deux responsables des Archives nationales que je connais très bien et qui, justement, dès le début avec moi, se sont opposés aux méthodes d'Aristophile, eh ben, ils ont été suivis par un détective privé, moi-même, plus un journaliste. Et enfin, il y a eu la chute de l'Empire de papier. Alors là, je vous donne un exemple de pourquoi est-ce que c'est une vulgarité absolue de dire Victor Hugo plus 10% en un an. Parce qu'aucune lettre de Victor Hugo n'est égale à une autre lettre de Victor Hugo. Là, vous avez 2 lettres de Claude Monet. Aucune lettre de Claude Monet n'est égale à une autre lettre de Claude Monet. Donc, on peut dire Claude Monet plus 15%. Prenons cet exemple. Pratiquement, c'est une page in octavo. Pratiquement, c'est le même nombre de lignes. Pratiquement, c'est la signature. Pratiquement, il y en a même une où ça a l'air un peu mieux puisque c'est Giverny par Vernon imprimé. Donc, on peut dire que c'est, là et là aussi, mais enfin bon, elles sont vraiment égales. Et pourtant là, du point de vue de la valeur vénale cette fois-ci, mais même intellectuelle, on passe de 1 à 10 à 20. Pourquoi? Parce que là, il donne simplement un rendez-vous. Par contre, là, qu'est-ce qu'il dit? Je reçois votre lettre et m'empresse de vous remercier de votre envoi de 100 francs pour la souscription Manet. C'est pour l'Olympiade Manet. Vous savez que l'Olympiade Manet, cette jeune femme blanche de peau, avec cette femme noire en arrière-plan et ce chat au premier plan, a scandalisé l'époque de l'opinion. Ce qui fait même que les collections publiques, il faut dire les choses, les collections publiques ont refusé d'accepter lorsque la veuve Manet a voulu que ça rentre dans les collections publiques. Et donc Claude Monet a organisé une souscription pour acheter l'Olympiade Manet pour l'offrir aux collections publiques. Et donc là, on est vraiment au cœur de l'histoire artistique, etc., alors que cette lettre à côté ne dit rien. Donc, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est une lettre de Claude Monet, donc il y a le parfum, il y a l'odeur, il y a la sensualité du papier, de l'encre, de tout ça. Mais là, il y a un contenu. Donc, c'est impossible de dire une lettre de Claude Monet, tant de pourcents en un an. C'est-à-dire c'est une aberration. Alors, écoutez, je crois que j'arrive presque au bout, j'arrive même au bout. Donc, j'ai essayé de vous faire passer... d'une part, la magie, ce que je considère moi comme la magie de l'autographe, qui est individuelle mais collective aussi. La part de romanesque qu'a dans ce métier, ce n'est pas un métier de barbon et de type tout seul dans son cabinet. Et je terminerai par une lettre un passage, une notion de Victor Hugo qui me plaît beaucoup parce que c'est presque une règle de vie à laquelle j'adhère tout à fait et qui est très belle et qui est vraiment dans la veine de Victor Hugo. De verre pour frémir, d'airain pour résister, Victor Hugo. Voilà, je vous remercie. Écoutez, merci bien pour je vous remercie pour cet exposé où vous avez avec passion, justement présenté ces autographes. Vous nous avez aussi présenté ce qui est important, c'est la coopération qui est nécessaire entre les archivistes, les conservateurs de collections publiques et, je dirais, le marché des autographes et les collectionneurs. Et je crois que c'est une chose importante. D'ailleurs, souvent, les collectionneurs lèguent leurs collections dans des institutions publiques, les archives nationales, la bibliothèque nationale, et puis des bibliothèques municipales ou autres, ou des archives départementales. Et donc, je dirais, même combat. Et vous l'avez bien dit lorsque vous avez dit les uns et les autres assurent 2 choses, la transmission, et cette transmission parce qu'ils ont l'un et l'autre la passion de ces documents. Vous avez cité évidemment ce passage de Michelet que tout le monde connaît, tout au moins dans les archives, parce que c'est ça, pour nous, les documents, puisque moi je suis archiviste, et les documents, ce sont des documents vivants de la vie et qui nous font immédiatement sentir les choses. Et moi, je me souviens, là, quand j'étais élève à l'école des Chartes, en première année, quand on avait un peu de temps, on s'initiait à la paléographie et on allait à la Bibliothèque nationale où on prenait les collections et puis on lisait. Et je me souviens que la première fois, j'étais avec une camarade on faisait ça, on se mettait à 2 ou 3 et on regarde un recueil de la collection Colbert et on tombe sur une lettre d'Henri IV qu'il écrivait. Il y avait 3 lignes en disant « Nous avons gagné la bataille, signé Henri ».
Et on y était dans la bataille. Voilà. Et quand il y avait ce papier qui était là sur onglet, etc., mais on était dans la bataille. Et cette capacité, finalement, les archivistes, les conservateurs comme les collectionneurs, ce sont des gens qui, je dirais, réagissent, sont sensibles à cette façon de pouvoir remonter le temps et être présent, comme vous le disiez, être présent avec ces documents dans le temps et dans l'histoire. Alors, ça, c'était une première remarque que je voulais faire. Il y en avait une deuxième, c'est que vous parlez de l'essor des autographes, justement après 1820, ou autour de 1820, mais je dirais c'est un peu une conséquence de la Révolution française qui a mis sur le marché beaucoup de documents qui sinon étaient restés dans des collections, je dirais pas dans les collections. Il y avait quelques collections, quelques grands collectionneurs, vous l'avez dit, mais simplement dans les familles ou dans les institutions et qui dormaient là. Et les ventes, les saisies, les ventes de biens nationaux ont fait qu'il y a aussi des documents qui sont partis dans la nature, et à ce moment-là, des collectionneurs se sont révélés et se sont intéressés à ces documents. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, je voulais simplement ajouter, mais ça renforce ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la chose la plus importante pour la seule façon, parce qu'un collectionneur, c'est un type qui passe sa vie, il y met de l'argent, il y met de l'émotion, il y met du temps, il y met de l'énergie à constituer une collection. Et la seule façon de pérenniser cette collection, qu'est-ce que c'est? C'est de la donner aux collections publiques. Alors ça, c'est un mouvement qu'il faut absolument encourager. Le seul problème, c'est que parfois, il y a des chiffons rouges qu'on agite de temps en temps. Par exemple, quand vous avez des gens qui disent il faut remettre en cause l'inaliénabilité des collections publiques, il faut que les collections publiques puissent vendre, acheter, etc. Ça, c'est quelque chose d'abord qui est totalement aberrant, mais en plus, c'est quelque chose qui va à l'encontre même de ce mouvement, parce que pourquoi donner aux musées si un jour ils pourront vendre? Donc tout ce mouvement, parce que les musées se sont enrichis, mais constamment des dons. Alors bien sûr, ils achètent, mais les institutions, les archives, etc., se sont enrichis par des dons qui ont été faits par des gens qui voulaient pérenniser leur collection. Et donc, si aujourd'hui on achète en disant non, voilà, allez, il faut vendre, il faut acheter, il faut s'aligner sur les standards internationaux, les musées partout dans le monde vendent, achètent, il faut faire pareil. Si on fait ça, c'est une catastrophe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, et puis moi, je voudrais ajouter que aussi ce qui se passe aujourd'hui avec le monde actuel et je dirais la grande mobilité des gens. Autrefois, enfin quand je dis autrefois, c'était il y a encore 50 ans, il y avait par exemple des maisons de famille, il y avait une certaine stabilité, il y avait de la place. Et aujourd'hui, tout le monde est mobile, on ne réside pas au même endroit, on peut avoir, la carrière peut faire que même on va à travers le monde. Les maisons de famille, on n'a plus les moyens de les conserver, on les vend. Et les papiers, eh bien parfois on y pense, puis parfois on dit qu'est-ce que c'est que ces papiers, et on dit bon ben ça part au mieux chez un brocanteur qui peut-être en fera quelque chose, et sinon ça disparaît. Et donc il y a en ce moment même un grand danger, beaucoup de documents qui sortent et qui apparaissent, mais en même temps beaucoup de documents qui disparaissent dans ce mouvement de modernisation que nous connaissons. Mais vous nous avez parlé de l'affaire Aristophile. Mais l'affaire Aristophile, il faut quand même une conclusion, parce que l'héritier a été condamné. Non. Il a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Donc, si vous voulez, ça pose le problème que ça pose, c'est que, comment dirais-je, c'est détestable. Si on vient de parler de manuscrits. Or, dans la collection Aristophile, il y a des manuscrits extraordinaires. Or là, comment s'appellent les personnes qui règlent ça? C'est un liquidateur judiciaire. On liquide les collections, on liquide ce dont nous venons de parler. Et ça se fait dans les conditions suivantes, c'est que, comment dire, il y a 130 000 documents. Bon, ça, on a confié à des commissaires-priseurs, alors que moi, j'avais suggéré qu'on devait confier ça à des experts qui auraient fait ça normalement, en prenant leur temps, etc. On a confié ça à des commissaires-priseurs. Commissaires-priseurs, j'ai rien contre les commissaires-priseurs, mais un commissaire-priseur, le principe du commissaire-priseur, c'est de faire de l'argent. Ce sont des commerçants, donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vendent globalement, dès qu'ils peuvent, pour faire de l'argent,
les choses les plus importantes, les plus intéressantes. Alors ça a des conséquences, ne serait par exemple pour les collections publiques. Si par exemple vous prenez les plus belles choses pour les vendre dans la même vente, je veux dire c'est une catastrophe, parce que pourquoi? Parce que l'État n'a pas forcément les fonds pour acheter toutes ces choses importantes. Alors que si ça avait été fait intelligemment, ben sur 10 ans, sur 15 ans, on met les choses, c'est-à-dire que les plus belles choses, les manuscrits de Balzac, les choses comme ça, on les étale sur des années. Pour qu'on puisse, l'État puisse… Voilà, pour que l'État puisse, quand c'est des choses très importantes, c'est normal, pour que l'État puisse les présenter. Or là, ce n'est pas le cas. Donc l'État est obligé de faire des choix. Par exemple, quand dans la même vente, vous avez 3 choses exceptionnelles, ils peuvent en acheter 1 ou 2, par exemple. Vous voyez? Et donc ça, c'est… Voilà. Et puis en plus, alors cette fois-ci, du point de vue des collectionneurs, ça aboutit… Moi, c'est désolant, parce que vous avez vu comment je vous ai parlé de ça. Bon, moi, j'ai des jeunes amateurs, même des professionnels, des marchands qui viennent me voir, qui me disent mais Frédéric, ça, on n'a même plus envie, c'est même plus envie. Par exemple, vous avez un lot, vous avez 100 lettres de Berlioz. Qu'est-ce que vous voulez qu'on achète 100 lettres de Berlioz? Je veux dire, vous voyez, il y a une dévalorisation, il y a 130 000 documents, le marché ne peut pas absorber. Donc voilà ce qui se passe. Et donc, si vous voulez, on a des ventes où les gens qui ont acheté, ils récupéreront à peine 1/10 de ce qu'ils ont investi. Et puis c'est tout. Puis le procès, je ne sais pas comment ça va faire. Et puis voilà. Donc, à ce moment, les seules personnes qui peuvent acheter, c'est par exemple à nouveau des investisseurs, cette fois-ci, qui tablent, eux, qui vont acheter à très bas prix, qui tablent sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce qu'on sait que ça repartira. Ben voilà, avec des prix qui à nouveau ont repris, etc., de façon normale. Donc voilà, c'est un peu désolant. Oui, mais c'était un peu une catastrophe pour le marché. Ah, c'est une catastrophe. Mais pour le marché et pour le patrimoine. Oui, c'était une catastrophe. Voilà. C'est un tsunami. Bon, je suis navré de terminer. Non, mais je ne termine pas là-dessus. Je termine sur de verre pour frémir, d'airain pour résister, Victor Hugo. Voilà. Voilà. Encore merci. Et donc, nous ne sommes pas encore, je dirais, équipés pour, pour pouvoir organiser des questions-réponses. Bon, nous commençons petit à petit à nous former, mais merci aussi à tous et à bientôt. Voilà, au revoir.